Bonsoir à tous et merci de terminer la journée en notre compagnie. La soirée, ça se passe sur le grand rendez-vous sur BB24. Un rendez-vous en 4 plateaux en plus du journal qui viendra à 19h45 exactement. Ouvrons déjà par la météo. C'est bien sûr le grand rendez-vous et l'ambiance est au préparatif des fêtes de fin d'année. Un regard dans nos assiettes et une interrogation, chers téléspectateurs. Peut-on consommer 100% local en période des fêtes? L'invité du monde agricole a des informations pour vous dans ce sens et donc restez en notre compagnie. Nature et bien-être nous expose ce soir les dangers liés à l'excès en consommation de viande. Bien sûr, toujours focus sur les fêtes de fin d'année. Ce sont eux qui annoncent les fêtes de Noël, les Kaletas. C'est un patrimoine mondial tout simplement, mais est-ce possible au Bénin d'inscrire ce patrimoine sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? On y répond tout à l'heure sur Horizon Culture. Voilà donc le menu de ce grand rendez-vous et n'oubliez surtout pas qu'à 19h45, on aura le journal. Amadine Aniabossou est en place pour nous donner les titres. Voilà déjà. Amadine, bonsoir. Bonsoir, Siom Gaba. Tout à l'heure, on va vous retrouver à 19h45. Avec quel menu? Eh bien, ce soir, nous parlerons de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour booster l'agriculture. De jeunes Béninois font déjà l'expérience, même s'ils rencontrent quelques difficultés. L'artisanat est aujourd'hui confronté au défi du numérique. Les acteurs réfléchissent afin de moderniser le secteur. Et puis, nous allons nous intéresser à la critique cinématographique à l'ère du numérique. Le sujet était au cœur d'une table ronde à la 21e édition du Festival de Kourigba. Merci beaucoup à vous, Amadine Aniambossou, pour les titres. Rendez-vous tout à l'heure, dans moins de 40 minutes exactement. C'est ça, hein? C'est ça, Siom Gaba. Merci beaucoup déjà pour cette promesse. On continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. On ouvre les plateaux, on va au champ. C'est Monde agricole. Une interrogation sur le grand rendez-vous et précisément sur Monde agricole ce soir. Peut-on manger 100% local en période des fêtes de fin d'année, sinon pendant les fêtes de fin d'année, Noël et janvier? Est-ce qu'on peut manger uniquement béninois? Est-ce possible? On va répondre à cette question dans un instant. Pour le moment, on va suivre ce reportage de Marcel Bertoro qui nous présente les produits locaux en période de fête. Regardez. Marchés, supermarchés et autres centres commerciaux sont bien achalandés pour la fête.
Les produits agroalimentaires y occupent une bonne part. Mais dans tout ce lot, le Made in Bénin est presque inexistant. Néanmoins, quelques vendeurs de produits locaux se glissent dans la masse. Ici, nous vendons des produits fabriqués au Bénin. Ce sont des produits naturels. Nous avons des piments fabriqués au Bénin, bien assaisonnés. C'est très bon pour la santé. Et aussi, nous avons aussi du solabi qui est fabriqué chez nous ici au Bénin. On a nos produits consommons local et tout. Il y a des produits made in Bénin. Il est évident que le consommant local n'est pas encore dans les habitudes des citoyens béninois. Selon certains vendeurs, cette réticence à consommer local est liée à la qualité parfois douteuse des produits locaux. Le Béninois préfère plus de produits qui viennent de l'étranger que ce qui est produit localement. On n'essaie pas de voir un peu ce que nous-mêmes on produit, on n'essaie pas de voir les avantages que ça. Mais directement on se dit ce qui vient de l'étranger, c'est ça là qui est mieux. Donc il est temps que le Béninois, en tout cas l'Africain, ait une autre manière de voir ce que lui-même il propose lui-même sur le marché. Je me dis que c'est mental. On a tendance à dire que tout ce qui vient de l'Europe est bon, alors que c'est archi faux. Il y a les produits qui viennent de l'extérieur et nous aimons vraiment consommer ça. Alors qu'ici, chez nous, au Bénin, nous avons des produits naturels. On ne met rien dedans qui peut intoxiquer la santé, qui pourra nous rendre malades. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, non. Alors que les produits qui viennent de l'extérieur, il y a des produits chimiques qui sont dedans. En dehors de la qualité, il y a le prix parfois élevé, nous confient certains acheteurs qui n'ont pas voulu se prêter à nos questions. De toute évidence, le secteur agroalimentaire contribue largement au développement du pays de par son apport au plan économique. Le valoriser davantage serait un atout pour une meilleure expansion. Oui, consommer local, ça permet de savoir ce qu'on mange en réalité, savoir d'où ça vient aussi. On verra les informations que nous donnera bien sûr notre invité Roland Ferdinand, qui est distributeur de produits locaux. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Asio. On va manger, mais 100% local pour les fêtes, c'est ça? 100% local, mais encore faudrait-il qu'on sache où trouver ces produits locaux-là, monsieur Ferdinand. Dites-nous, pour avoir des produits agroalimentaires, surtout en cette période de fin d'année, fabriqués au Bénin, il faut le préciser, où faut-il aller? Merci pour la question. C'est une question pertinente. L'un des reproches qu'on fait souvent aux produits locaux, c'est qu'ils ne sont pas assez présents sur le marché. Et aujourd'hui, il faut noter qu'il y a plusieurs boutiques spécialisées dans la distribution des produits locaux qui sont un peu partout sur le territoire national, de Cotonou jusqu'à Parakou, vous allez en rencontrer. Il y a aussi les foires organisées par les collectivités locales ou bien par des opérateurs économiques qui sont des occasions pour les entreprises elles-mêmes d'aller exposer leurs produits. Il y en a aussi dans les grandes villes, à Cotonou, Parakou, Boïkon et autres. Dans les supermarchés ordinaires aussi, on peut rencontrer quelques produits locaux. Ce n'est pas vraiment présent, mais on en rencontre parfois. Et justement, ce qui m'amène à vous poser cette question, pourquoi on a toujours l'impression que les produits fabriqués localement, les produits agroalimentaires fabriqués localement, on ne les trouve presque pas sur le marché? On ne les trouve presque pas sur le marché et la faute revient aux entreprises de production, mais aussi aux distributeurs. Premièrement, aux entreprises de production, parce que vous avez fait le constat, les entreprises veulent tout faire à la fois. Ils veulent produire et veulent vendre en même temps. Et quand vous êtes, par exemple, installé à Cotonou pour produire, il faut pouvoir vous faire représenter dans les autres villes du Bénin. En ce moment, il faut contractualiser avec des entreprises de distribution pour vous représenter dans cette ville. Mais malheureusement, nos entrepreneurs ne sont pas dans cette démarche. Ils veulent produire et vendre eux-mêmes. Et l'autre chose aussi, les supermarchés ordinaires qui sont chargés de faire la distribution, qui peuvent aller vers les entreprises pour prendre leurs produits, sont souvent réticents à prendre des produits locaux pour raison de qualité et peut-être aussi de prix. Et actuellement, dites-nous, monsieur Ferdinand, que propose l'industrie agroalimentaire aux Béninois en cette période de fin d'année? On va citer quelques produits qui sont présents sur le marché. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire propose une large gamme de produits. Et dire en période de fête, c'est trop limité parce que c'est des produits qui sont peut-être présents sur toute l'année et que vous allez encore retrouver pendant les périodes de fête. En fait, on fait cette précision-là parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est déjà les fêtes. Ah ouais. Et que c'est à ce moment-là que les familles s'approvisionnent beaucoup. Ok, je comprends la question. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le mois de décembre, vous allez rencontrer dans les boutiques spécialisées ou sur les foires
plusieurs produits et c'est beaucoup plus les boissons que vous allez rencontrer. Les jus de fruits, les liqueurs et même les vins faits à base de fruits locaux. Vous allez rencontrer aussi les amuse-bouches qui sont une large gamme du cajou, des petits cailloux et autres là. Vous allez aussi rencontrer des produits carnés parce que ça se développe de plus en plus et vous allez rencontrer ça en cette période de fête. Du poulet prêt à cuire, du lapin prêt à cuire, même des saucisses produits localement. Les escargots aussi. Les escargots prêts à cuire. Vous aurez aussi les riz que nous consommons beaucoup, le riz, les pâtes alimentaires et autres. Voilà de façon ramassée ce qu'on peut trouver en cette période de fête. Est-ce qu'on peut dire que de l'apéritif jusqu'au dessert, on peut vraiment manger 100% local au Bénin aujourd'hui? Ah ouais, de l'apéro dessert, vous pouvez avoir 100% local. Je n'ai même pas parlé des desserts parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des desserts que vous passez sur commande, les salades de fruits, du lait caillé, du yaourt, tous produits localement. Et justement, au lieu de penser que les produits importés viennent livrer une concurrence aux produits que nous fabriquons localement, est-ce que ce n'est pas plutôt le vide que les produits locaux laissent que l'importé vient combler? Les produits locaux n'ont pas laissé de vide. L'importé a occupé la place avant que les produits locaux ne viennent s'installer. Et c'est un peu le paradoxe, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand on est étranger, on ne vient pas occuper toute la place. En réalité, aujourd'hui, les produits importés occupent la place, si bien que les produits locaux sont obligés de s'exporter. Je dois vous donner l'exemple de l'huile végétale, par exemple. Nous importons massivement de l'huile végétale. Alors qu'aujourd'hui, il y a la production artisanale pour avoir l'huile d'arachide ou l'huile rouge. Il y a aussi deux grandes industries qui font de l'huile végétale. Mais ces deux grandes industries, par exemple, sont obligées d'exporter leur production, alors que nous importons massivement. Donc, ce n'est pas un vide que les produits importés viennent. Les consommateurs des autres pays préfèrent consommer béninois et les béninois préfèrent consommer étrangers. Bon, si on peut le dire comme ça, c'est un paradoxe. C'est pareil pour les jus de fruits aussi. Aujourd'hui, les entreprises sont obligées d'exporter leurs jus vers le Sahel pendant que nous importons du jus de fruits venu de l'Asie. On n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que, parce qu'on a suivi dans le reportage tout à l'heure, les intervenants ont dit que c'est mental en fait. C'est le véritable problème. Et il y a un travail à faire à ce niveau. Il y a un travail. Quand vous discutez avec les consommateurs, ils vont vous avancer l'argument de la qualité du prix. Mais en réalité, ce n'est pas les raisons. C'est un problème mental. Le Béninois se dit toujours que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce qui est produit localement. Et c'est ça qu'il faut essayer de changer. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un couloir de contrôle? On n'a pas l'impression qu'il y a un véritable contrôle, une batterie de mesures mise en place pour contrôler la production au Bénin. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? C'est l'une des raisons parce qu'aujourd'hui, les gens font des efforts pour mettre des produits sur le marché, mais aujourd'hui, ces produits, il est vrai qu'en tant que distributeur, je dis que ces produits sont de qualité, même si ce n'est pas contrôlé. Voilà. Mais il faut pouvoir garantir cette qualité aux consommateurs. Moi, je parle en tant que distributeur, mais le consommateur veut avoir la garantie que ce produit ne lui apportera pas de la maladie, ce produit ne va pas rendre ses enfants malades. Et pour ce faire, c'est qu'il y a la réglementation et la normalisation qui doivent se développer pour permettre de rehausser la qualité, la conformité plutôt des produits face aux exigences internationales. Parce que nous sommes au niveau national, mais nous devons répondre aux exigences internationales. Et à ce niveau aussi, ça c'est le rôle de l'État de développer la réglementation. Mais l'entreprise elle-même doit pouvoir mettre en place dans son entreprise un système de management de la qualité. Okay. Et là aussi, c'est ce qui manque aux entreprises. On produit, on met sur le marché. On ne veut pas s'assurer du management de la qualité. Or, c'est ce qui donne la garantie aux consommateurs. Oui. En tant que distributeur, vous sentez que les Béninois ont commencé par consommer béninois? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, la marge qui consomme local, 100% local, c'est encore très faible. C'est encore très faible parce que j'en ai rencontré des gens qui sont purement locaux, qui sont 100% locaux. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Discuter avec des Béninois aujourd'hui, la mentalité extravertie est en train de changer. Les Béninois, la plupart maintenant préfèrent ce que nous produisons localement. La plupart, non. Il y a une cible. Il y a une cible, une certaine marge qui s'intéresse aux produits locaux, mais la plupart, non. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de ce que moi je fais et que je discute avec d'autres pairs, des entreprises de distribution qui font des chiffres d'affaires moins de 20 000 francs dans la journée, on ne dira pas que ça se développe. Pendant ce temps, des supermarchés ordinaires font des chiffres d'affaires de 2 millions. 2 millions.
Vous voyez. Mais est-ce que ce que ces personnes-là vont chercher dans les supermarchés sont disponibles localement? Tous ces produits-là sont disponibles localement? Je vous dis, ce n'est pas pour être égoïste, mais je dis toujours, face à chaque produit importé, il y a toujours une alternative locale. Moi, j'ai référencé plus de 300 produits locaux. Je dis bien plus de 300 produits locaux que vous pouvez retrouver au niveau de notre entreprise. Quand je prends par exemple du vin. Du vin. Il existe du vin d'orange, du vin d'ananas, du vin de bissap produit au Bénin. Et disponible? Disponible, oui. En quantité? En quantité. Et en qualité? Et en qualité aussi. Donc vous êtes sûr que si les Béninois aujourd'hui décident de consommer rien que des vins de fruits, aujourd'hui que les entreprises béninoises sont capables de satisfaire à cette demande-là? Si, ils sont capables de satisfaire à cette demande parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tant qu'il n'y aura pas la demande, l'offre ne va pas suivre. C'est ça le problème. Les gens essaient de mettre sur le marché, mais il faut pouvoir absorber ça et puis l'entrepreneur va comme ça ils ont accepté. Donc il va pouvoir mettre encore sur le marché. Mais tant que les gens ne vont pas exprimer la demande, l'offre va rester toujours stable. Okay. Et à votre avis, quel est l'avenir du Made in Benin? L'avenir du Made in Benin, je ne veux pas être pessimiste. Je ne veux pas être pessimiste. Je me dis que ça promet en ce sens où je dirais que l'État est en train de comprendre parce que cette année, par exemple, ils ont pris des mesures pour exiger, par exemple, la consommation d'un taux minimal des produits locaux au niveau des structures de l'État. C'est déjà un pas. Mais il faut pouvoir aussi passer à l'acte. On l'a demandé, donc ils ont satisfait à cette demande-là. Ils ont, bon, sur les papiers, c'est mis, mais il faut pouvoir passer à l'acte. Il faut pouvoir passer à l'acte. Mais de l'autre côté aussi, il faut pouvoir inculquer aux jeunes, aux plus jeunes, aux enfants, l'intérêt du consommation local. Parce que nous avons dit c'est un problème mental. Et là, on ne change pas le mental de quelqu'un qui est déjà adulte, c'est difficile à faire. Mais avec les enfants, c'est plus facile et ils vont pouvoir grandir avec ça. Donc, autant commencer dès le bas âge. Dès le bas âge à manger béninois à la maison. Ah oui. Ouais, il faut arrêter avec les... Vous comprenez? Merci beaucoup, M. Ferdinand, d'être passé sur le plateau. Ok, merci. Merci beaucoup, Estelle Pazou, pour le sujet. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup quand on parle de création d'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure de cette différence-là que les producteurs doivent pouvoir faire. C'est-à-dire, ils sont producteurs, mais pas des distributeurs. Donc, il va falloir également que des Béninois arrivent à créer des espaces pour pouvoir permettre à ces producteurs-là vraiment de rendre disponible leurs produits sur le marché. Merci beaucoup à vous. À très très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer. On va se retrouver dans notre palais de culture, oui, Horizon Culture. Un patrimoine culturel, bon, je peux dire africain, même particulièrement béninois, on peut le dire, puisqu'il y a des ingrédients béninois qui se sont retrouvés dans les prestations des Kaleta. Kaleta qui annonce les fêtes de fin d'année. On se demande est-ce que le Bénin peut l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ben, c'est une grosse interrogation. Tout à l'heure, on va pouvoir en discuter. Juste derrière cet élément, bon, c'est une démonstration. On a visité un peu ce qu'ils appellent couvent, voilà, des Kaleta, pour voir comment est-ce qu'ils s'habillent et tout le reste. Regardez. Le Kaleta, d'abord, c'est quelque chose d'ambitieux. Si tu n'as pas l'ambition, tu ne peux pas pratiquer le truc. Et voilà que tu as l'ambition. Donc si tu t'habilles, c'est déjà bon, tu peux résister jusqu'à la fin. Et avec l'ambiance des enfants, je vois que sur le terrain, on ne se fatigue pas comme ça. Les tenues du Kaleta sont composées de l'habit, du pantalon, des gants et chaussettes, leur masque et bon, ce qu'ils enroulent sur la hanche. Ce qu'ils enroulent sur la hanche, c'est sur 2 volets. Des fois, on utilise les sacs. Et tantôt, quelque chose qu'on trouve dans la brousse, on appelle ça des. Les habits, on essaie de créer des modèles. Et ça, là, c'est interne. Ça reste dans notre base là-bas.
bon, communément, si c'est un couvent et c'est pas accédé par tout le monde. Achille Zoron, bonsoir. Bonsoir, monsieur Assou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez nous parler des Kaleta, patrimoine culturel. J'ai raison de le dire ainsi? Oui, vous avez tout à fait raison de le dire ainsi, parce que tout ce qui a un certain ancrage dans la base culturelle des personnes et qui sont transmises de génération en génération peut bien avoir le nom du patrimoine. Le patrimoine. Voilà. Et donc, le Kaleta, c'est un patrimoine. Patrimoine béninois ou africain ou, bon, c'est juste une adoption. Patrimoine africain, on pourrait le dire, mais je me permets de rentrer un peu peut-être dans l'historique. On y va? Il faut avouer que le Kaleta est un peu venu avec le retour des esclaves, d'accord? Et qu'on pourrait l'assimiler au rythme du bourrian et tout ça. Et donc, c'est un produit culturel métis, d'accord? Et j'estime que les sociétés africaines étant essentiellement culturelles, enfin, avaient une base culturelle assez, et que le masque dans la société africaine n'est pas nouveau, c'est très vieux, c'est très ancien. Et donc, on peut bien imaginer que les esclaves, parce que d'ailleurs, le rythme du bourrian, du Kaleta et de tous ces déguisements, qui a été développé d'abord un peu dans le Brésil, c'était pour égayer les maîtres, d'accord? Donc on peut imaginer que les esclaves, dans le temps, ont trouvé des réponses par rapport au masque pour faire plaisir à leurs maîtres, d'accord? Et donc il y a pu avoir des glissements, d'accord, d'interpénétration culturelle à ce moment-là. Mais dans sa forme créée sous forme de Kaleta, elle est revenue, en fait, à partir du moment où les Agoudas, un certain nombre de gens qui ont été en contact avec les sociétés là-bas, sont revenus, donc faire revivre un peu cet élément-là. Donc, historiquement, on peut dire donc qu'il y a, à cause de cette brassage, enfin, de ce brassage-là, que ça a des origines africaines, mais c'est aussi à bénéficier de métissage. Et donc, les masques ont évolué. Aujourd'hui, le Kaleta, le masque qui est porté, ce n'est pas vraiment du masque africain. Voilà, c'est des formes, c'est des visages, et tout ça, d'hommes, ça sort un peu de la marque traditionnelle de nos masques. De nos masques ici. Voilà, donc c'est un peu côté masque, mais on peut quand même retrouver des pas de danse qui se connectent donc à nos réalités. Et c'est ce que le Bénin ou l'Afrique a pu apporter à cette culture Kaleta. Oui, c'est ce que le Bénin a pu apporter, c'est les pas de danse, mais l'accoutrement, mais aussi, vous voyez, on peut aussi dire qu'il y a un certain nombre d'instruments. C'est vrai qu'il y a des instruments qui sont apportés, mais il y a des instruments locaux. Vous verrez bien des enfants même fabriquer des instruments avec des boîtes, tout ça, pour jouer au Kaleta. Donc la chose a quitté progressivement la sphère des adultes pour rentrer un peu dans la sphère des ados, des enfants. Et on voit communément à l'approche des fêtes que oui, là, ils se mettent dans cette tenue-là pour s'exprimer. Alors, je me permets de lancer la partie patrimoine. De cet élément-là. Il faut avouer que s'il doit être un patrimoine, si on doit le voir sous forme d'un patrimoine, il ne peut l'être que sur la liste du patrimoine immatériel, donc les PCI. Et cette liste fait corps avec la convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel. Et le Bénin a donc ratifié cette convention-là. Et donc, ça donne tout droit au Bénin d'imaginer un dossier de candidature sur ce patrimoine-là que nous détenons aujourd'hui, qui quelque part est en cours de perdition.
Vous savez, ce n'est plus, ça ne coupe plus tellement les rues, le Caleta, et puis les choses disparaissent progressivement parce que, bon, la société a tendance à éliminer certaines choses du code de l'urbanisation, du code de l'évolution, et on ne trouve plus forcément un intérêt à faire les choses. Et ça disparaît. Donc, il y a possibilité donc, de les mettre sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et il y a 3 ou 4 registres sur lesquels, en fait, on peut inscrire un tel bien. C'est-à-dire, il y a la liste du patrimoine culturel en sauvegarde urgente. D'accord? Il y a cette liste. Et il y a le registre des meilleures pratiques de sauvegarde. Le premier, qui est le patrimoine sauvegarde urgente, si un élément du patrimoine immatériel est vraiment en danger, en fait, est presque éradiqué de la pratique culturelle, c'est là où on attire l'attention sur l'urgence de conserver, de préserver et de valoriser cet élément du patrimoine. Mais si c'est un élément du patrimoine, c'est bien ancré et devient presque un modèle d'exemple qui pourrait servir à renforcer d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel en danger. Là, on va aller sur le registre des biens de meilleure pratique de sauvegarde. Alors, si je comprends bien, le Bénin peut donc inscrire le Caleta sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, sur demande, bien évidemment, produire un dossier et l'envoyer. Aujourd'hui, mais le fait que le Caleta soit en voie de disparition carrément au Bénin, est-ce que cela peut réellement motiver les uns et les autres à pouvoir le faire? Non, une chose est sûre, personne ne le fera à notre place. C'est-à-dire que c'est à nous de prendre conscience de la disparition de cet élément pour le porter vers l'UNESCO et donc vers le label PCI. Parce que le dossier, la constitution du dossier est à notre charge, l'initiative est à notre charge. Et la première étape pour tout ça, en fait, c'est l'inventaire du patrimoine. Donc, il faut pouvoir inventorier tout ce que nous avons comme patrimoine culturel immatériel. Ça, c'est le premier pas. Dès que vous signez cette convention, vous adhérez et le Bénin a adhéré. La première obligation que nous avons, en fait, c'est de produire cette liste d'inventaire. La question, c'est est-ce que nous avons une liste exhaustive? Je ne dis pas non. Il y a par exemple, Porto Novo a fait une partie par rapport à la ville de Porto Novo, dans le cadre d'un projet. C'est la mairie que la mairie a dirigé. Mais ça reste à l'envergure nationale des choses. C'est à partir de là qu'un comité national déjà va se saisir, donc à commencer, suivant les critères de la Convention, à constituer un dossier. Et puis le dossier, normalement, dans les autres pays, n'importe quel expert ou cabinet d'experts peut se lancer dans la constitution d'un dossier. Mais à terme, c'est qu'il doit travailler avec la direction du patrimoine et l'État, parce que ce n'est qu'un État qui apporte le dossier vers l'UNESCO et donc vers le patrimoine culturel, le siège du patrimoine culturel immatériel en France. Donc, du coup, cette démarche on peut entreprendre, mais il y a sous forme de partenariat public-privé, d'accord? Et ce n'est que dans cette perspective-là, en fait, que nous verrons vraiment beaucoup de dossiers aboutis. Alors, ce que vous avez proposé tout à l'heure, c'est que les masques et autres dépeignent, en tout cas montrent en réalité nos masques. Parce que ce qu'il y a là aujourd'hui comme masque que les gens, que les jeunes mettent, ne reflète pas l'Afrique, ne reflète pas le Bénin, culturellement parlant. Ça ne reflète pas le béninois en matière de masque. Oui. Est-ce qu'il faut changer ça d'abord avant de songer à... Non, je ne pense pas, parce que quand même, c'est une introduction. On peut, c'est-à-dire que si on doit tenter l'inscription, je pense qu'il faut tenter dans le cadre d'une inscription transnationale. Et en ce moment-là, le Bénin pourrait tenter de monter, par exemple, un dossier avec le Brésil. Puisque la tradition est un peu venue de là aussi. Donc, du coup,
Dans cette perspective, chaque culture a donné quelque chose et ensemble élaborer un dossier. Maintenant, tout est la question est de savoir qui va porter le dossier devant la Commission du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Est-ce l'État béninois ou est-ce l'autre État qu'on va choisir, le Brésil ou autre État qui a cette connexion-là avec nous? Donc, il n'est pas question, pas forcément de changer l'éthique masque, parce que c'est une part de l'identité de ce qui est arrivé, d'accord? Mais on peut toujours rajouter des choses. Mais je pense que la masque telle qu'elle est raconte une partie de l'histoire de cet élément du patrimoine culturel. Et donc, le changer entièrement pour le faire ressembler à des masques de chez nous va être un peu corrompre l'histoire que porte cet élément du patrimoine culturel. On a pas mal d'événements où on a des masques locaux comme le Clédé ou autre chose. Donc ça, on peut lui aussi laisser de la place dans la culture. Merci beaucoup à vous, Achille Zdoron. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de patrimoine culturel. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler, bien sûr, de Kaleta. Et donc, c'est possible pour le Bénin de l'inscrire sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO. Demain, on continuera toujours de parler de Kaleta sur Horizon Culture. Il sera question demain d'approfondir un peu plus l'histoire de Kaleta et comment est-ce que ça se fait au Bénin, ici. On aura demain le directeur de l'ensemble artistique national, M. Marcel Zondon, qui est même promoteur d'un festival de masques, le Ferry d'Aba, dont il viendra nous en parler. La place vraiment du Kaleta dans la culture de masques au Bénin. Merci à vous, Achille Zdoron. À très bientôt. Merci. Le grand rendez-vous, ce sera avec Rose Danondé et son invité, c'est Nature et Bien-être. Nature et bien-être, nous parlons aujourd'hui de la consommation de la viande. C'est vrai que l'essai en toute chose nuit, mais celui en consommation de viande a des particularités que vous aurez le temps de savoir dans un instant avec l'invité de Heureuse Danondé. On suit d'abord ce reportage et on revient clairement dans la question. On les regroupe généralement en deux grandes catégories. La viande blanche qui provient de la volaille, en l'occurrence les poulets, mais aussi du lapin, du porc ou encore du veau. À côté, la viande rouge émanant de la race bovine, notamment le bœuf, le mouton, la chèvre ou le gibier sauvage. La différence entre ces deux catégories tient surtout de la teneur en fer. La viande rouge est caractérisée par sa forte teneur en fer, fer hémique, c'est-à-dire la quantité de fer dans la viande rouge est plus importante que celle que nous avons dans la viande blanche. Groupe d'aliments riches en protéines, les viandes sont bien prisées par les Béninois. Devant les boucheries, poissonneries et autres points de vente, l'affluence est quasi permanente. Chacun y va de son argument pour justifier son penchant pour cet aliment. Oui, j'aime la viande, parce que presque toutes les semaines je paye ça pour ma femme. Et comme elle aussi aime la viande, c'est pourquoi je viens souvent chercher ça ici pour... J'aime toute la viande, parce que la viande de bœuf, avant de tuer, on fait ça bien. Obsédé par ce ardent désir, l'on semble ignorer ou minimiser les risques liés à une consommation excessive de la viande. Je connais beaucoup de gens qui prennent beaucoup de la viande depuis quand j'étais petit, mais ils ont vieilli comme ça. Et il y en a d'autres qui ne prennent même pas la viande, mais ils meurent vite. Bon, on ne comprend plus rien de... Je n'en sais pas beaucoup, mais moi je consomme trop la viande, mais je n'ai jamais eu de problème. Je préfère venir prendre les poulets locaux ici. Je trouve que c'est une bonne viande. Je préfère d'ailleurs ça par rapport aux viandes de bœuf et autres, dont on ne sait pas vraiment la provenance, on ne sait pas la qualité. Et puis on entend souvent que ces genres de viande-là donnent des maladies. De toute façon, la maladie, ça vient, ça on n'a pas la tête sur ça. Ça va venir, c'est un seul jour, ça va venir. On n'a pas la tête sur ça. Puis il y a la maladie, il y a quoi. Bon, ça c'est les paroles des gens. Pourtant, il en a. Comme en toute chose,
l'excès de la viande dans l'alimentation expose le sujet à différentes sortes de maladies. Dans l'obésité, les maladies articulaires, par exemple la crise de goutte, elle est très fréquente quand on a une consommation excessive en viande rouge. Les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques parfois, et surtout le cancer. Vous pouvez avoir le cancer colorectal, le cancer du côlon, le cancer du rectum, les intestins et parfois même le cancer du sein. Pour prévenir ces nuisances à la santé, le médecin conseille une certaine modération. Éviter d'aller au-delà de 500 grammes de viande rouge par semaine au profit de la viande blanche. Comme quoi, la santé, c'est aussi dans l'assiette. Bien sûr que la santé, c'est bien évidemment dans l'assiette. Il faut que votre aliment soit votre médicament. C'est ça, c'est ce qu'on dit d'habitude. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Fiak Aladaye, agronutritionniste. Merci d'être là. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Siumgaba. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, parler de viande, de maladies. C'est vrai, laisser en toute chose nuit, mais bon, voilà. Celui lié à la viande est particulier. Et vu la période que nous traversons, la période des fêtes, c'est une viande c'est un aliment, voilà, qui occupe une grande place dans l'assiette des Béninois. On a eu le temps de le remarquer à travers le reportage. Les gens consomment allègrement parce que... Est-ce que vous avez déjà acheté votre poulet? En petite élévation, là. Ah, d'accord. Voilà, bon, on essaie quand même. On essaie. Donc là, Monsieur Aladaye, dites-nous déjà, la viande occupe une grande place dans l'alimentation des Béninois, des consommateurs, mais quel est son apport nutritionnel pour l'organisme? D'accord, merci beaucoup. D'abord, il faut signaler que la viande contient suffisamment de protéines. Les protéines qui se désagrègent en acides aminés essentiels, bon, pour ne pas rester trop technique. Ce sont des substances dont l'organisme a besoin pour croître. C'est pourquoi il est bien de donner ces aliments, c'est-à-dire la viande et les protéines animales de façon générale aux enfants pour leur croissance. Donc ça contient les protéines, ça contient aussi les minéraux, notamment le fer et puis le zinc, d'autres minéraux aussi. On y voit aussi l'invité là, le médecin généraliste l'a d'ailleurs abordé dans le reportage. Il a même dit que la viande rouge contient plus de fer que la viande blanche. Oui, justement. Personnellement, moi, je ne partage pas trop cette typologie des viandes où il faut catégoriser les viandes en rouge, blanche et en viande blanche parce que ça ne conduit pas à une conclusion fiable. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on a constaté qu'il y a... Parce que toutes les viandes contiennent de sang, d'une manière ou d'une autre. On voit que... Viande, c'est viande. Viande, c'est viande. Viande, c'est viande. Viande, c'est viande. Il y a juste des différences près en matière de teneur, d'accord, en matière de fer. Donc, c'est la teneur en fer élevée qui fait qu'on trouve que certaines viandes sont plus rouges que d'autres. Oui. D'accord. Et mis à part alors le fer, les protéines... Oui, je parlais tout à l'heure des minéraux, d'accord, j'ai parlé du fer, du zinc, j'ai parlé aussi des vitamines, d'accord, surtout les vitamines du complexe B, qui sont d'ailleurs les vitamines B12. B12, il y a le B12, il y a d'autres vitamines B, il y a d'autres B, quoi. Voilà. C'est pour on parle du complexe, vitamines complexe B. Voilà. C'est plusieurs vitamines regroupées dans la famille B. Mais est-ce qu'il y a des types de nutriments qu'on retrouve dans la viande, qu'on ne retrouve pas peut-être dans le poisson ou dans les œufs? Spécialement, non, je ne pense pas. En fait, c'est une question de proportion. D'accord, que ce soit la viande, que ce soit le poisson, ce sont tous des aliments regroupés dans le même groupe d'aliments, d'accord, qui ont le même apport nutritionnel à l'organisme, mais à des proportions plus ou moins diverses. Vous voyez, par exemple, si nous prenons par exemple les produits de mer, qui sont aussi dans la même catégorie des protéines et produits carnés, eux, par exemple, ils ont la particularité d'apporter en plus des protéines et vitamines de l'iode, qui est un aliment, qui est un micronutriment très essentiel
à l'organisme qu'on a beaucoup plus dans la mer. La mer, ça, ok. voilà. Parce que si je pose la question, c'est parce que très souvent, lorsqu'on demande aux nutritionnistes, alors en quoi substituer la viande, lorsqu'on nous dit bon, ne consommez pas trop de viande, en quoi on nous parle souvent de prendre, au lieu de prendre trop de viande, de prendre du poisson, de prendre des œufs. Mais bon, on a compris aujourd'hui, il n'y a pas en tant que tel de différence. Non, il n'y a pas en tant que tel de différence. Au fait, votre question est bien fondée. C'est qu'il n'est pas question de substituer en fait la viande. Chaque aliment joue son rôle. Il est question, par exemple, d'alterner, c'est-à-dire lorsque vous prenez du poisson aujourd'hui, demain vous prenez de la viande. Il n'est pas question de changer ou bien de remplacer la viande dans notre alimentation par les poissons. Mais on consomme autant de viande que de poisson, mais de façon alternative. Voilà. Alors, quand est-ce qu'elle devient nuisible? Vous avez parlé de son apport, vous avez même commencé par parler des avantages, qui facilitent la croissance déjà chez l'enfant. Mais quand est-ce qu'elle devient nuisible à l'organisme? Justement, parlant des enfants, on peut aller directement à la vieillesse. Vous voyez, lorsque nous sommes adultes, on n'a plus besoin de consommer autant de viande. Et c'est malheureusement l'inverse que nous constatons dans nos sociétés, où c'est quand les gens deviennent de plus en plus grands, quand ils ont plus d'avantages, les moyens, qu'ils s'achètent et qu'ils consomment suffisamment. C'est pas qui prend la plus grosse. La plus grosse part. Le plus gros morceau de la viande dans la sauce, c'est papa qui prend. C'est le chef d'amis. Après, c'est maman, et puis les enfants prennent juste une petite partie. C'est malheureusement l'inverse qui devrait se passer. Donc c'est aux enfants, il faut donner le gros morceau. C'est les enfants qui ont droit à ça pour leur propre croissance, pour leur croissance. Malheureusement, on a constaté, vous voyez, au niveau des grandes personnes, vous voyez, dans les assiettes, la part de viande, d'accord, a remplacé de nos jours la part de pâtes, si je peux m'exprimer aussi. Normalement, la viande accompagne ce que nous mangeons, d'accord, la pâte ou le riz ou ce que nous mangeons. Mais ne soyez pas étonnés de voir dans les restaurants les gens qui... pour manger pour 5 000, ils peuvent prendre par exemple de la viande pour 4 000 ou 4 500 et prendre de la casa pour 50 francs, 100 francs et 50. C'est un peu dommage parce que ça laissait nuit à la santé. Laissait nuit parce que d'abord, plus vous consommez la viande, plus il y a le cholestérol, d'accord, qui est d'origine animale d'ailleurs, qui s'accumule dans l'organisme. Et plus ça s'accumule, plus ça commence par rétrécir les parois sanguines. Les parois sanguines plutôt, et puis ça commence par perturber la circulation sanguine. Et c'est ça qui conduit à des maladies cardiovasculaires. Et cette accumulation aussi crée le cancer à plusieurs niveaux de l'organisme. Et ça peut aussi créer le diabète et plus... Comme l'a mentionné le médecin. Oui. Donc là, c'est l'excès qui est le problème. C'est l'excès qui est le problème. Et puis aussi la qualité de la viande que les gens consomment. En réalité, la viande, c'est une matière première. Comment est-ce que ça a été produite? Comment est-ce que ça a été élevé? Est-ce que l'éleveur n'a pas utilisé des produits chimiques qui, entre-temps, les antibiotiques qui, en temps, restent dans la viande que nous consommons, parce que bientôt, nous sommes en période de fête, vous verrez la viande tout au long des asses. La forte demande fait que les éleveurs mettent tout... Pour avoir des résultats qu'ils veulent, le poids qu'ils veulent, il y a des viandes que vous allez prendre, c'est que de graisse. Ouais, ce ne sont pas quand même des animaux. Même les animaux ne sont plus élevés dans les conditions naturelles. Non, ils ne sont pas élevés. Il y a des produits chimiques avec lesquels on fortifie les animaux. On leur injecte aussi des complexes de vitamines artificielles, toujours pour stimuler leur croissance. Mais vous avez dit tout à l'heure, hein, monsieur Aladaye, que viande, c'est viande. Et que c'est inutile de les classifier. Mais par contre, il y en a qui préfèrent, par exemple, la viande de mouton à la viande de bœuf. Il y en a d'autres qui préfèrent la volaille aux autres mammifères, aux lapins et autres. Qu'est-ce que vous le conseillez? J'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train d'aborder la question de préférence. C'est une question de préférence. Ne demandez pas à un ami Peul qui a été élevé avec le lait, avec la viande de bœuf, de préférer par exemple la viande de lapin au détriment de la viande de bœuf par exemple. Donc c'est une question d'habitude alimentaire, de préférence. D'accord? Et si je dis viande, c'est viande, cela ne veut pas dire que tout ce qui est viande, on peut consommer. On a nuancé un peu tout à l'heure. Vous voyez aussi les viandes importées. Voilà une autre source de danger et qui nous guette. C'est des poulets sans tête qu'on met sur le marché, des viandes on ne sait comment est-ce que ça a été élevé, avec quoi ça a été traité. Les parents ont même un nom spécial pour ça, les poulets mogs. Les poulets mogs, mais malgré ça, on sait le nom dit tout, carrément. Le nom dit tout. Le nom dit tout. D'accord. Bon, voilà, si on me fait de grands signes, on a compris dans vos propos, l'excès nuit. Il faut éviter tout excès en ces temps-ci. Ce n'est qu'un signe transmis, hein, c'est Amandine Aniabou.
de grands signes de l'autre côté son de la rédaction du journal. de BB24, puisqu'il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. À vous, Amadine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. L'agriculture est un moteur essentiel au développement économique d'un pays, mais pour une transformation et une modernisation du secteur, les technologies de l'information et de la communication doivent être mises à contribution. L'artisanat, un secteur riche et pourvoyeur d'emplois au Bénin, est confronté au défi de la modernisation. Les acteurs s'en préoccupent. La critique cinématographique appelée à s'adapter aux nouveaux médias face à la puissance des réseaux sociaux, un film peut être détruit ou surévalué. Depuis quelques années, l'entrepreneuriat agricole est devenu un moteur essentiel de développement dans le monde. Au Bénin, certains jeunes y associent les technologies de l'information et de la communication pour booster leur rendement. Comment y parvient-il? Yasmine Damata. L'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui s'acquiert peu importe le milieu dans lequel on évolue. Dans le secteur de l'agriculture, il intervient comme une solution durable au chômage dans la plupart des pays du monde. Pour booster leur activité, certains jeunes vont jusqu'à l'associer au TIC. La technologie peut intervenir sur toute la chaîne agricole, c'est-à-dire depuis la formation, la production, la transformation, la distribution. Et à chaque niveau, on peut apporter une solution informatique, une solution technique, technologique, qui puissent soutenir les producteurs dans leurs activités. Par exemple, on a développé une plateforme qui s'appelle BuzzUp, qui est en fait un annuaire où on peut retrouver tous les distributeurs de produits agricoles et autres. Mais bien sûr, les producteurs de produits agricoles peuvent s'inscrire, permettre à des gens de pouvoir les identifier comme producteurs, sinon revendeurs de telle ou telle production, et d'avoir par exemple la géolocalisation pour aller jusqu'à leur boutique, faire des achats. À la faveur des technologies de l'information et de la communication, les entrepreneurs agricoles atteignent beaucoup plus de clients et développent leurs affaires. La technologie est en fait une solution qu'il faut forcément intégrer à l'agriculture. Et si je prends par exemple au niveau de la formation, on peut par exemple mettre à la disposition des producteurs, des entrepreneurs agricoles, des astuces sur la façon de produire chez nous pour avoir des rendements qui dépassent ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la possibilité au niveau de la production, par exemple, d'avoir des drones qui arrosent des champs. Ce n'est pas impossible, c'est possible chez nous. Et ce sont des jeunes comme moi qui travaillent là-dessus. Nous avons la possibilité au niveau de la transformation de donner aux entreprises qui sont dans ce domaine-là des outils qui leur permettent de trouver les machines, les appareils qu'il leur faut pour transformer efficacement leur production et éviter, par exemple, respecter les règles d'hygiène pour que nous ayons des produits finis, bons à consommer. Un atout pour le développement de l'agriculture, l'utilisation des TIC n'est pas sans difficulté. Son principal handicap serait la mauvaise connexion Internet, ce qui conduit l'entrepreneur agricole à changer d'opérateur GSM, car en réalité, il ne peut se passer de l'Internet depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'écoulement du produit final. L'artisanat est un secteur riche de plusieurs corps de métiers et pourvoyeurs d'emplois. Il contribue à l'économie locale et fait des artisans de véritables acteurs du tissu économique. Mais face à la modernisation, les défis de financement de formation et d'accès au numérique constituent leur nouveau challenge. Le reportage est signé Patrick Adjagoudjo. L'artisanat, support de développement de l'économie locale. Ce secteur occupe environ 25% de la population active et offre à tous ceux qui désirent faire carrière dans le domaine 40 corps de métiers, des métiers pourvoyeurs d'emploi, mais dominés en majorité par l'informel et le manque de formation des artisans. La question de la formation est une question primordiale et cruciale pour la survie
de nos entreprises artisanales. Il y a également la question de financement. Mais je dirais la question de financement adapté au secteur de l'artisanat. Parce que vous savez, avec les banques que nous avons, les banques classiques, les conditions ne sont pas des conditions très favorables à nos petites et moyennes entreprises artisanales. Donc il nous faut un financement adapté au secteur de l'artisanat. Ces créateurs d'œuvres d'esprit appellent à l'aide pour davantage révéler l'artisanat béninois au monde entier. Et même si nombreux d'entre eux ne profitent pas encore du numérique, ils veulent vendre le label Made in Benin sur la toile. Nous avons un système d'information sous-régional qui est le CIRA, qui est installé au niveau du centre de promotion artisanale. Mais peu connaît pas les artisans, parce que là, ils ont des possibilités même de faire des ventes en ligne. Ils ont des possibilités de faire la publicité de leurs œuvres, mais c'est peu connu. Donc nous sommes en train de voir comment revoir le dispositif, faire une communication autour de cela et leur montrer les possibilités. Le projet pour le renforcement du capital humain, ARCH, ambitionne des réponses durables aux principales difficultés du secteur de l'artisanat. La santé des métiers manuels préoccupe artisans et acteurs de la décentralisation. Il y a des gens qui ont appris à coudre, ils savent très bien coudre de belles chemises, de beaux pantalons, mais ils n'ont pas les moyens de s'acheter une machine. Vous avez des gens qui savent bien coiffer, mais ne peuvent pas acheter une tondeuse. Il y en a dans nos villages. Vous avez de bons soudeurs qui peuvent nous produire des machines pour nous permettre de transformer les produits locaux, transformer les oranges, la tomate, transformer par exemple le manioc, mais n'ont pas les moyens pour s'installer. Tout cela ont besoin donc, des banques, tout cela ont besoin de l'État. L'État s'investit à travers plusieurs entités publiques à donner à chaque Béninois une qualification professionnelle. Le projet Emploi des jeunes, PEJ, est à juste titre une opportunité pour les artisans. Il y a un examen qui est prévu aussi par l'État qui se déroulait seulement dans 7 départements sur les 12. Le PEJ a accompagné l'État à vulgariser ces examens dans les 5 autres départements pour avoir une couverture nationale, pour donner la chance équitablement à tous les apprentis du Bénin qui sont faiblement alphabétisés pour pouvoir les présenter à l'examen de certificat de qualification professionnelle qu'on appelle le CQP. Le PEJ a aussi identifié 10 nouveaux métiers de l'artisanat qui n'étaient pas des métiers qui font objet du certificat de qualification professionnelle et sur lesquels nous sommes en train d'élaborer les curricula actuellement, toujours pour accompagner le secteur. L'artisanat béninois a de beaux jours devant lui. L'informel est un mal qui ronge ce secteur. Il faut œuvrer à l'éradiquer. Hors du Bénin au Soudan, le gouvernement prévoit une accélération de la croissance économique en 2019 à 5,1% selon le projet de budget de l'État adopté hier 19 décembre. Les exportations devraient progresser de 30% en 2019, tandis que les recettes de l'État augmenteraient de 39% à 162,8 milliards de livres soudanaises, selon les prévisions de l'exécutif soudanais. Les autorités soudanaises ont annoncé une réduction des subventions du carburant. Elles ont aussi précisé que le Soudan reste uni et stable malgré une importante perte de revenus pétroliers consécutive à la scission du Sud-Soudan en 2011. 2018 a été la meilleure année pour le marché de l'exploration pétro-gazifière depuis 2015. Les ressources découvertes cette année ont déjà dépassé 8,8 milliards de barils et pourraient atteindre 9,4 milliards de barils avant la fin de ce mois. Le Guyana, la Russie et les États-Unis arrivent en tête dans le classement des pays ayant enregistré le plus de découvertes. Il faut dire qu'en 2017, l'industrie a signalé son plus faible volume d'hydrocarbures découvert depuis le début de la crise pétrolière en 2014. Si entre 2014 et 2018, les dépenses d'exploration dans le secteur ont diminué de 61%, elles devraient connaître un pic en 2019 en raison de l'amélioration des cours.
Face à la prolifération de la culture du buzz imposée par les réseaux sociaux, la critique cinématographique classique doit tirer profit des nouveaux médias afin de pérenniser la passion pour le 7e art. Le sujet a été abordé en marge de la 21e édition du Festival de Kouriba. Reportage. La critique cinématographique à l'heure des réseaux sociaux, un sujet qui a occupé les débats autour d'une table ronde à cette 28e édition et qui a suscité beaucoup d'intérêt. Nous qui avons commencé à faire notre critique effectivement dans la presse, par papier d'abord, presse en papier, ensuite à la radio et à la télévision aussi, je dis que ça, ce sont des supports qui ont toutes leurs spécificités. Mais le travail du critique se résume en trois choses, c'est-à-dire c'est de faire comprendre effectivement le film, d'en donner un éclairage, c'est-à-dire d'aller au-delà seulement de l'histoire que l'on raconte, mais parce qu'un film est un élément très complexe. C'est de la culture, c'est aussi une prise de position, c'est de l'esthétique, c'est de l'art. Tout cela sont autant de cloisons qu'il faut abattre pour aller au cœur du sujet, c'est-à-dire l'intention même du film et ce que nous renvoie ce film-là. Faudrait-il trouver un terrain d'entente et de coexistence entre ces deux modes de production ou faudra-t-il se résoudre à prendre acte d'un conflit de fond qui pourrait agir sur les films eux-mêmes? Tant de questions qui préoccupent. Le critique, il doit continuer à exprimer sa passion. Une critique, c'est une élaboration intellectuelle. Il faut construire quelque chose, un message. Il faut l'écrire, il faut le construire, il faut l'argumenter. Il faut une analyse, il faut donner des arguments à celui qui va vous lire. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je dis attention aussi. C'est vrai que libérer la parole, c'est bien. On a démocratisé la parole. Chacun peut s'exprimer. Mais donner son avis, ce n'est pas seulement la critique. On n'a pas une distance critique pour écrire, pour aiguiser sa réflexion. C'est de l'affect, c'est un sentiment qu'on veut partager, échanger, etc. C'est ça qui motive le plus souvent évidemment l'utilisation de l'Internet, en fait, ceux qui écrivent sur le cinéma. Vu sous cet angle, le critique du cinéma a encore son rôle intact dans le développement du 7e art, mais toujours est-il qu'il faudra s'adapter à la réalité, à savoir l'évolution fulgurante des réseaux sociaux. Ainsi se referme ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup à vous, Amadina Niabossou. Vous pouvez déjà commencer par vous concentrer sur le sujet environnement de demain sur ce plateau, n'est-ce pas? C'est exact, Assem Gaba, le sujet est déjà prêt pour demain. Pourquoi pas. Et donc à demain, très bonne soirée à vous, Amadina Niabossou. La soirée continue avec vous, chers téléspectateurs, mais presque à la fin. On n'aura pas actuel aujourd'hui. Toutes nos excuses en lieu et place, la météo juste pour clôturer cette édition du Grand Rendez-vous.
Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été au grand rendez-vous, tout simplement. On va se retrouver demain, 19h00, pour un autre grand rendez-vous. Bonne soirée sur BB24.